Bienvenue sur EventCheck, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Ici, on part à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours, mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose, grâce à notre conversation, de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux 1001 facettes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va devenir votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par BookingCheck, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur bookingcheck.com. Et en attendant, bon épisode! Bonjour Léonide, merci d'avoir accepté mon invitation sur EventCheck. J'espère que tu vas bien. Salut Clémence, ravi d'être là. Ça va bien à part la chaleur, ça va parfaitement bien. Oui, parce qu'on tourne cet épisode en plein été pour préparer la rentrée. Alors, toi, tu es Léonide, le CEO et cofondateur d'Anticafé. Est-ce que, avant qu'on parle d'Anticafé, parce qu'on va beaucoup en parler, tu nous racontes un petit peu ton parcours pour qu'on comprenne d'où tu viens et comment tu es arrivé jusqu'à créer Anticafé? Avec plaisir. Donc moi, je suis entrepreneur déjà depuis 15 ans. Je viens de l'Ukraine à la base et j'avais déjà monté 2 boîtes là-bas avant. J'ai monté la première quand j'étais encore à l'université parce que je m'ennuyais. J'ai trouvé des cours un peu trop nuls et un peu trop rapidement. La première année, j'ai monté la première. 1 ou 2 ans plus tard, j'ai monté la deuxième. Et après, à un moment donné, je me suis dit que il serait bien que je fasse quand même de bonnes études. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé en France et en 2010, je suis venu à Paris. T'es venu étudier en France aussi. Exactement, ouais. Pourquoi aussi? Aussi, je veux dire, tu as étudié et en Ukraine et en France. J'ai fait mon deuxième master. C'est ça. J'ai fait mon deuxième master en France parce que justement, pendant mes études en Ukraine, je venais à l'université quand j'avais du temps et vu que j'aimais bien le travail, j'avais pas beaucoup de temps pour y venir. Donc, même si j'ai fini mes études, c'était assez formel. Je n'ai pas beaucoup retenu. Donc, c'est pour ça, à un moment donné, je me suis dit que j'ai pris une vraie école, une vraie formation et j'ai regardé à l'époque. C'est toujours le cas. D'ailleurs, les écoles de business françaises ont été super bien notées et j'ai postulé pour USCP et HEC. J'étais admis, je suis venu et j'ai passé un très bon moment. Ok. Et dans quel secteur tu as entrepris en Ukraine quand tu as commencé au tout début? Rien à voir. La première boîte, c'était une magazine pour les étudiants avec le modèle de 20 minutes métro que l'on distribuait gratuitement. On faisait payer par le publicité. D'abord dans ma ville natale d'Odessa, après dans 6 villes du pays, avec une équipe entre les salariés et les bénévoles de presque 50 de personnes. La deuxième boîte, c'était une vente en gros de montres suisses. J'avais quelques contrats exclusifs pour les marques qui n'étaient pas présentes en Ukraine que j'ai importé. C'était du coup du B2B2C parce qu'à la fois je vendais les montres aux distributeurs et aux magasins. À la fois, il me fallait introduire aussi la marque sur le marché ukrainien. Sauf que j'avais mal choisi le timing. Ça a été juste avant la crise financière et c'est pas le meilleur produit à introduire au marché quand justement il y a la crise financière mondiale et quand le monnaie se casse la gueule. Ok, ouais. Donc tu quittes ces boîtes quand tu viens étudier en France. T'arrêtes tout ça. Tu les laisses. J'ai laissé la main plutôt. Dans la première, j'avais des associés, donc je leur ai laissé la main tout simplement. La deuxième, j'ai plutôt vendu. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ensuite en France. J'ai pensé qu'une école de commerce, ça a été justement pour devenir commercial. Et j'apprends ici que non, plutôt c'est pour devenir travailler dans le marketing ou plutôt boîte de conseil ou M&A dans la banque. Donc je me dis ok, c'est pas comme ça que je m'imaginais la commerce. Mais quand même, c'était super intéressant. En réalité, j'avais une spécialisation entrepreneuriale à USCP qui était parmi les premières, si pas les premières en France. C'est pour ça que j'ai choisi d'être USCP. Et en réalité, c'était quand même très, très enrichissant. Top. C'est beau. C'est aussi bien de le dire parce que parfois, il y en a qui se posent la question de comment accéder à l'entrepreneuriat. Ben voilà. Les business schools, c'est une voie.
C'est une question un peu plus large que ça, parce que business school, c'est un des voies, mais c'est pas fait 100% pour. Ça peut t'aider, Non, bien mais sûr, je dis souvent que c'est une voie l'entrepreneuriat, possible. c'est un état d'esprit et tout le reste, ce sont des moyens et des outils. Mais c'est vrai que parfois, quand ça peut être un peu impressionnant ou des jeunes personnes qui sentent déjà qu'ils ont la fibre, peuvent parfois être frustrées par certaines formations qui les alimentent pas assez. Voilà. Toi, tu as une expérience qui t'a plu sur la business school. Ensuite, tu sors d'école. Qu'est-ce qui se passe? Justement, vu que j'ai vu qu'il y a d'autres choses à faire, j'ai essayé le conseil. J'ai travaillé un peu chez BCG, super boîte, j'ai pas mal appris, mais là, je me suis dit sûrement que je veux être entrepreneur, je l'étais, je vais y revenir, et même dans les meilleures boîtes de monde, j'ai pas envie de travailler, donc j'ai cherché la prochaine idée. J'ai pris 6 mois pour faire une sorte de feasibility study sur différents projets. J'en ai eu 6 projets, 6 mois. Anti-Café était la première idée, du coup, les 6e que j'ai étudié, la première qui a répondu à l'ensemble de mes critères. Je me suis dit, allez, bingo, j'y vais. Et comme ça, j'ai commencé à travailler, ensuite à lancer Anti-Café. Fin 2012, donc il y a quasiment 10 ans, j'ai pris cette décision et début 2013, on a déjà ouvert le premier Anti-Café. Ok. Du coup, c'est parfait. Transition parfaite, Léonide, merci. Est-ce que tu nous présentes Anti-Café? Avec plaisir. Comment cette idée t'est venue? Parce que je crois que il y a une histoire derrière ça. Commençons déjà par ce que c'est. Donc, Anti-Café, c'est un espace de café coworking. C'est plutôt un réseau de café coworking qui se situe vraiment au milieu entre les deux. Ça a l'accessibilité, les services de café sans aucun engagement, sans aucun contrat. On vient, on s'installe. Comme moi maintenant, je suis à l'Anti-Café. Mais pourtant, on a tout ce qu'il nous faut pour travailler. On a l'espace de travail, on a des petites salles de réunion, on a même des micros, comme ce que j'utilise maintenant pour que cette fois-ci le son fonctionne. On a bien évidemment des très bons cafés, on a des encas, on a des fruits, on a surtout une très très belle communauté. Et la particularité de l'Anti-Café, c'est qu'on paie au temps passé, à l'heure ou à la journée, avec l'ensemble des services qui sont compris et à volonté une fois qu'on est dedans. Ok, super. Une actualité importante, je pense qu'il faut qu'on la mentionne, c'est que depuis depuis juste quelques semaines, Anti-Café s'est fusionné avec une autre boîte de ce secteur qui fait des séminaires, qui s'appelle Zaltabar, et donc maintenant on est en train de développer le réseau. Le réseau vient de grandir. Ensuite, on aura de nouveaux espaces qu'on va ouvrir. On va lancer aussi la nouvelle marque, et je pense que quand ce podcast sortira, tout ça sera officiel. La plupart de nos clients le seront déjà. Donc, vous allez renommer Anti-Café ou vous allez créer une marque pour regrouper l'ensemble des activités de Zaltabar et de Anti-Café? Les deux ont créé une nouvelle marque qui va reprendre l'ensemble des espaces et du coup, y compris qui va remplacer Anti-Café. Et la raison à ça va bien t'intéresser, je pense. Parce que justement, c'est lié à notre positionnement qui devient de plus en plus B2B, de plus en plus pour les entreprises, parce que c'est là où on voit un gros besoin aujourd'hui. Je vais l'expliquer tout à l'heure, mais globalement, Anti-Café, c'est une marque qui était née dans le B2C. Nos premiers clients étaient les particuliers, la masse de L'idée, juste pour illustrer ton propos, Léonide, l'idée avec Anti-Café, c'était de permettre à des indépendants, des entrepreneurs, de venir librement dans un espace de travail avec service café comme un coffee shop. Vous faisiez pas initialement forcément de la vente d'espace à des entreprises qui ont besoin de bureaux pour leurs employés, comme peut le faire des marques comme Regus. Vous étiez pas positionné comme ça. Okay. C'est juste pour illustrer, parce que comme ça on comprend bien ce que tu nous expliques. Donc vous étiez concentré sur le B2C, donc les indépendants entrepreneurs qui viennent travailler librement chez Anti-Café, et donc vous allez, tu peux reprendre.
Et j'aurais dit que depuis quelques années, nous sommes en train de plus en plus nous positionner sur le B2B. On a lancé déjà à l'échelle de l'Anticafé depuis quelques années 2 services aux entreprises, à la fois pour des séminaires et à la fois un service pour les équipes en déplacement, en télétravail qui peuvent venir à l'Anticafé quand ils le veulent, payés et pris en charge par l'entreprise. Mais c'est un avantage. C'est un avantage. Mais c'est pas un bureau, ça reste un pont de chute, un espace supplémentaire en plus de la maison ou du bureau. Et maintenant, après la Covid, on constate qu'il y a un gros besoin justement dans le B2B, chez les entreprises, de ce type d'espace, de ce type de service. Et on veut y répondre clairement. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour qu'on passe par cette fusion et pour qu'on renforce notre capacité justement de servir les entreprises. Ok. Tu peux nous épeler le nom de l'entreprise avec laquelle vous avez fusionné, comme ça ceux qui veulent aller regarder ce que c'est, ils peuvent. Elle s'appelle Zaltabar, ça s'écrit Zalthabar. Magnifique. Ça. Merci beaucoup. Non, c'est juste, je sais que on a des curieux qui nous écoutent, donc comme ça, s'ils connaissent pas, ils peuvent aller googler et regarder. Et moi, ça me permettra aussi de mettre les bons liens dans les descriptifs d'épisodes. Ok. Donc, et oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est la genèse de l'idée Anticafé. Pourquoi est-ce que toi, tu t'es dit, tiens, ce serait sympa d'avoir un espace de coworking avec les codes du coffee shop? En fait, j'adorais toujours travailler dans les cafés. Comme je dis, je viens de l'Ukraine. Je fais un peu... Ouais, comme toujours. Oui, c'est vrai, hein. Il y a beaucoup d'indépendants qui travaillent dans les cafés. Je le fais toujours. Et pas que dans les cafés, je dois l'avouer, il ne faut pas le dire à mon équipe, mais oui. Il y a d'autres cafés où je travaille. Je le fais pendant beaucoup en Ukraine, dans toutes les villes où j'ai vécu. J'ai vécu à l'époque, il y a 15 ans déjà presque, un peu à Moscou, c'était pareil. J'ai passé 6 mois aux États-Unis. D'accord. Pareil, je travaille dans les cafés. J'arrive à Paris. Il y a 2 cafés où je peux m'installer qui s'appellent Starbucks et McDo. À Starbucks, les tables sont minuscules et un paquet de gens qui passent autour, c'est pas confortable. Et à McDo, on a toujours l'odeur de frites, de l'huile. Et je me dis, c'est pas quand même génial, c'est pas fait pour. Et dans le café classique, surtout il y a 10 ans, quand je m'installais, on me disait, messieurs, vous êtes bien gentils, mais cette table est réservée à déjeuner. Au mieux. Et parfois, on me disait, juste avec les yeux, casse-toi. Attends. Et donc, je me suis dit que, tiens, moi, j'ai besoin d'un espace pour travailler, pour m'installer, pour rencontrer d'autres gens, pour un espace un peu de vie qui ressemblerait un peu le salon de chez soi, ou le salon, tu sais, d'une colocation, d'un espace un peu vivant, sympa, un espace d'échange. Ça n'existe pas. Pourquoi pas essayer d'en créer un? Et du coup, j'ai vu cette idée de paiement au temps passé à l'Europe de l'Est, mais qui était pas du tout fait pour le travail, pas du tout pour les entrepreneurs. J'ai pris cette idée, j'ai pris mon besoin, j'ai créé un petit café. Ça fait 10 ans que ça existe et heureusement, ça se trouvait que j'étais pas du tout la seule personne qui avait ce type de besoin et ce type d'usage. Oui. Alors du coup, on va dérouler un petit peu toutes les aventures. Donc tu commences avec un seul lieu qui est où? Où est-ce que ça démarre Anticafé? Ça a été à Châtelet, rue Quincampoix. Et le nom de cette rue, ça m'a pris peut-être un an de me rappeler comment ça s'écrit. En plus, à l'époque, je ne parlais quasiment pas français, donc c'était... Je pense que même pour un francophone, c'est pas évident. J'avoue. Et ce qui était drôle, c'est que les commerçants de la rue faisaient des paris. En combien de temps nous allions nous fermer? Ok. Ah oui, donc la confiance était là. La confiance était là, totale. En réalité, c'était surtout la confiance du propriétaire qui a dit, écoute, le concept est bizarre, c'est un truc, c'est n'importe quoi, je sais pas ce que tu veux faire, mais j'aime bien ta personnalité. Si tu payes ton loyer. Non, même pas. Il a dit, plus sympa que ça. Je crois en toi plus qu'en concept, donc vas-y, essaie-le et je te signe un contrat, amuse-toi. Et donc après, est-ce que tu peux nous donner un peu une frise chronologique de votre évolution? Donc vous avez ouvert le premier à Châtelet. Après, au bout de combien de temps vous en avez ouvert d'autres? Ça s'est fait à quel rythme? Parce qu'aujourd'hui vous avez. Sans rentrer dans beaucoup de détails, mais globalement on ouvre le premier à Châtelet avril 2013. On teste le concept en septembre 2013. On commence à être déjà bien rempli. Je vois que ça fonctionne.
Début 2014, du coup, un an plus tard, en 6 mois, j'ouvre encore 3. Donc, septembre 2024, je me retrouve déjà avec 4 espaces, 2 dans le centre-ville à Paris, un dans le 13e et un en Italie à Rome. Ça me permet de tester différents formats à l'étranger, à Paris, Paris centre-ville, Paris excentré, aussi bien que dans le 13e, c'était un gros truc de 400 mètres carrés avec de la restauration bien plus poussée que dans le centre-ville. Donc là, on fait une pause. On observe ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans différents emplacements, qu'est-ce qui se passe dans différents services. C'est là où on a les premiers clients B2B un peu par hasard qui commencent à venir, qui disent, tiens, t'as une belle salle, j'aime bien l'ambiance, est-ce que je peux la louer pour mon séminaire? Ouais. C'est là où l'événementiel démarre. Oui, j'aurais même pas dit que démarre pour l'instant, c'est juste les premiers précurseurs, parce que pendant un an, on n'avait pas une personne en charge, on n'était pas en avant, on n'avait pas une offre structurée, c'est juste... À l'opportunité, quoi. Exactement. Ouais. J'évaluais pas du tout cette opportunité, je savais pas que ça puisse se faire, c'était une surprise pour moi. Après, du coup, on fait une petite pause. Un an plus tard, on lance justement je commence à structurer la partie B2B, j'embauche le premier commercial, on commence un peu à structurer cette offre. Je dis que là, on comprend ce qui fonctionne pas, on fait une première levée de fonds, on ouvre encore quelques établissements, on lance la franchise, on refait encore une levée de fonds, je pense ensuite en 2015 ou 2016, là, plus important avec un fonds d'investissement qui rentre chez nous. On continue le développement, les ouvertures, jusqu'à arriver en 2019 où on a atteint 14 espaces à Paris, à Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Aix-en-Provence, Rome. Là, je fais rentrer dans le capital Next City en août 2019. Ça a été très rapide, ça nous a pris que 12 mois d'échange. On y arrive. Je structure l'équipe, on rentre de très beaux projets dans le pipeline, encore plus dans le B2B parce que ce service, au fur et à mesure, on voit qu'il y a de plus en plus de besoins dans les entreprises qui deviennent de plus en plus flexibles dans leur mode de travail et de vie. Et mars 2020, on arrive la Covid. Qui change complètement nos cartes, nos plans, qui ferme nos espaces du jour au lendemain. On pensait pour 2 semaines. Il se trouve qu'on est passé fermé au total 12 mois. On a dû reconstruire nos relations avec les clients. À la fois, ça nous a créé de nouvelles opportunités et à la fois, quand même, ça a cassé le trend, sur lequel nous étions. Ok. Oui, bah oui. Comme on arrive aujourd'hui, on a décidé justement pour donner plus de moyens à la boîte de se fusionner avec Zeltabar. On a refinancé la société, on a redonné des moyens, on a fait rentrer de nouvelles expertises pour de nouveau reprendre ce que nous étions en train de faire juste avant la Covid, donc ouvrir des établissements plus grands, à encore plus de services. Plus complet, plus 360. Ouais. Oui, mais ça a été déjà assez 360. C'est surtout que la clientèle évolue, les besoins évoluent. On a parlé au début des freelances, des entrepreneurs, des étudiants. Et si à l'époque on pouvait s'installer uniquement à Starbucks et à McDo, aujourd'hui, ce type de clients, d'utilisateurs qui sont pas très exigeants en qualité d'espace, très flexibles, même comme moi et toi, on peut travailler un peu de partout. Et en même temps, souvent sociaux à largement prix. Ils ont beaucoup d'opportunités, beaucoup d'alternatives. Pour te donner un exemple, ma salle de sport à Paris, à République, a un espace de coworking où tu peux installer, même si tu veux, pour toute la journée. Quand de l'autre côté, la clientèle professionnelle entreprise qui venait uniquement au bureau il y a 10 ans, il a 5 ans bureau et un tout petit peu en télétravail, aujourd'hui passe en 2 jours, presque 2 jours et demi en moyenne en dehors des bureaux. Et c'est cette clientèle qui a besoin maintenant des espaces flexibles, des espaces professionnels, qui est exigeant en qualité d'espace et en plus qui est souvent payé par les boîtes et pas par les salariés, du coup qui a une capacité budgétaire un peu plus importante. Mais encore une fois, il est important que les espaces suivent au niveau de la qualité du réseau, les exigences des salariés et de leurs RH. Okay. Et c'est pour ça qu'on est en train plutôt, j'aurais dit, de monter en gamme et d'adresser les besoins des entreprises qui sont un peu différents des besoins de freelance et des entrepreneurs qui sont de plus en plus adressés. D'accord. Donc, on a bien compris l'évolution de là où vous allez aujourd'hui.
J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la partie événementielle. Donc tu nous dis par hasard. Par hasard. Par hasard. Tu nous dis que à un moment donné, vous faites un peu une pause sur vos ouvertures, etc. Et c'est là où arrivent les prémices, les premières demandes, etc. Est-ce que vous, comment dire, est-ce que vous avez un type de format d'événements qui sont très demandés? Est-ce que vous êtes vraiment dans l'événementiel? Est-ce que vous visez un certain type d'événement? J'imagine déjà que vous êtes que B2B, ça c'est très clair. Mais au sein du B2B, vous faites de tout, ou par exemple vous faites que de l'événementiel journée majoritairement? Est-ce que c'est plutôt de la journée d'études et des réunions, ou est-ce qu'il y a aussi du lancement de produits? C'est quoi un petit peu le panel d'événements à l'Anti-Café? En majorité, parce qu'évidemment, on a toujours... Oui, si tu veux, je peux te donner un peu même l'évolution des demandes et du coup, j'aurais dit presque du marché, parce que ça fait malgré tout 10 ans qu'Anti-Café existe et on est devenu un peu les vieux et les premiers de ce marché. Quand j'ai ouvert Anti-Café, il y avait, je pense, 18 coworking en France. Aujourd'hui, il y a plus de 3000. Et donc, si à l'époque c'était OVNI, là, c'est devenu une partie du marché normal. Et du coup, on a observé pendant ce temps l'évolution des attentes des clients, y compris dans les séminaires. Donc, si au début, les clients venaient chez nous parce que c'était quelque chose nouveau, innovant, la plupart d'événements étaient liés justement à ce changement de cadre. Donc, c'était des événements de brainstorming, de créativité, souvent de lancement de produits, quand il fallait communiquer, quand à la boîte, il fallait dire qu'on est cool, on est différent, on fait dans les espaces qui sont un peu à la mode, dans le trend. Et ça a duré des années. Tu sais que le mot innovation, c'était un maître mot, j'aurais dit, dans les boîtes depuis, j'aurais dit, peut-être 7 ans, que les boîtes lançaient leur coworking, leur incubateur, cherchaient de promouvoir l'entrepreneuriat. C'est toujours le cas, mais aujourd'hui, c'est moins à la mode, c'est juste partie de fonctionnement des boîtes où ça a repris. Donc, les premiers événements pendant des années, ça a été surtout autour de l'innovation et ceux qui cherchaient aussi de rencontrer des entrepreneurs et de créer des bridges entre les salariés et les entrepreneurs. Au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus d'espaces, on appelle ça souvent des espaces atypiques. Donc, atypiques, je veux dire, si on simplifie, pas les hôtels, pas les salles d'hôtel, le sous-sol un peu aseptisé, tout ça on peut appeler les atypiques, mais surtout les grosses parties des espaces atypiques se trouvent dans les coworking. Les coworking comme nous, les coworking comme il y a des très bons acteurs, comme par exemple des bureaux qui fait très haut de gamme, Kwerk qui fait de magnifiques espaces aussi haut de gamme, et Morning aussi qui fait des trucs un peu plus accessibles, grands, très très sympas, très chaleureux. Il y a l'ensemble de ces acteurs qui se sont installés, aussi bien que des acteurs dédiés comme Comet Meetings, que tu connais forcément très bien. Qui sont venus sur le podcast. Querc aussi. Voilà. Donc ça nous parle. Bien sûr, ça me déçoit qu'ils sont venus avant que tu m'invites, mais on passe. Il fallait t'attraper, t'étais très occupé. Et du coup, ça a passé avec l'évolution de l'offre. La demande aussi a évolué et ça a devenu... ça a passé de quelque chose ovni, quelque chose uniquement pour l'innovation, à quelque chose dans les formats normaux. Les formats normaux, c'est quoi? C'est une réunion de l'équipe, c'est un COMEX, si c'est quelque chose un peu plus d'outstanding, c'est une réunion annuelle de l'équipe, c'est le lancement de la stratégie. Et donc, aujourd'hui, j'aurais dit que ces espaces dits atypiques sont à peu près dans la même offre que les hôtels, les espaces classiques, juste plus qualitatifs, sont mieux positionnés avec plus de services et sont utilisés quasiment pour les mêmes besoins que les espaces classiques. Ce qui est obligé les espaces classiques aussi à se renouveler, à innover, à s'améliorer et qui a bougé tout le marché vers le haut. Ça s'est vu, moi je l'ai vu venant de l'hôtellerie. J'ai vu l'évolution sur des marques très classiques. L'évolution qu'ils ont eue sur leurs espaces événementiels a été important parce qu'ils se sont pris justement une sacrée vague avec tous les nouveaux acteurs, on va dire ceux qui sont arrivés sur les 10 dernières années, en effet avec les coworking et puis un petit peu tous les lieux événementiels
qui ne font que ça, un peu comme à la maison. Il y en a beaucoup qui sont développés sur ce créneau-là et qu'on fait une grosse concurrence aux hôtels. Donc, ok. Du coup, je pense, qui est profond du marché, c'est qu'il y a moins maintenant d'événements sur plusieurs jours. Donc, la force des hôtels et des boîtes. Après Covid, tu dis ça ou même avant? C'est quelque chose. Il me semble que même avant, il y avait moins de nuitées et plus d'événements sur une journée, demi-journée et moins sur 2-3 jours. En plus, les boîtes essaient un peu réduire les transports. Il y a les effets de fond. En plus, le temps coûte cher. Les équipes cherchent un peu de l'efficacité. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mouvements de fond qui faisaient encore avant la Covid que les événements avaient un peu plus la tendance d'être sur une journée que sur plusieurs jours. Plusieurs jours. Que les hôtels où ils étaient uniques, l'offre devenait justement moins unique. Pareil, l'offre de Château-Forme, qui est toujours exceptionnelle et magnifique, est unique, quand même prend peut-être un peu moins de demande pour ce type d'événements, qui ajoute encore de la pression sur les événements, pardon, sur les hôtels. Et après le Covid, ce qui s'est beaucoup passé, c'était un peu effet yo-yo. D'abord, tous les événements étaient à distance parce qu'on pouvait pas se voir. Après, tous les événements physiques parce qu'il fallait rattraper. On a presque encore un tout petit peu là-dessus. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on commence de nouveau à chercher un nouveau équilibre entre les événements en ligne, sur place et surtout hybride, ce qui n'existait quasiment pas avant le Covid. C'était très grosse minorité. Ce que moi j'observe beaucoup, c'est que l'événementiel physique a repris quand même très très vite. On sent bien qu'il y a un besoin d'être ensemble réellement, mais du fait de questions aujourd'hui de vision par rapport à soit la planète stratégique et donc de positionnement de marque, etc. Les entreprises peuvent plus faire n'importe quoi non plus en termes de déplacement et donc d'événementiel. L'hybride vient beaucoup s'inscrire aussi sur le fait de pouvoir réunir des équipes à différents endroits en même temps, sans avoir à faire déplacer tout le monde à l'autre bout de la planète. Et c'est vrai que la réunion en visio, c'est complètement est rentré dans les mœurs. Et c'est vrai que l'hybride peut venir encore un peu s'inscrire là-dessus, puisque les acteurs certains acteurs événementiels arrivent encore à vendre de l'animation de visio, parce qu'on a énormément et qu'il faut pouvoir un petit peu créer du lien pendant ces moments-là avec les équipes qui se voient de moins en moins. Mais c'est vrai qu'après, ce que tu nous as raconté sur le fait que la demande pour vous devient importante en B2B, mais sur le fait de proposer à ses employés d'avoir des passes dans des espaces comme Anticafé pour pouvoir aller travailler en dehors du bureau, dans d'autres espaces. C'est vrai que sur le marché du coworking, je pense qu'il y a eu un tel changement des habitudes de travail que des acteurs comme vous pouvez complètement repenser les choses avec les entreprises. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça aussi que je trouvais ça super que tu viennes sur le podcast, c'est que comme vous avez une double activité de coworking et d'événementiel, eh bien, comment va s'inscrire l'événementiel par rapport à ces nouvelles habitudes de travail? Et tu vois, c'est marrant. Toi, tu as tout de suite de la vision en disant, on a beaucoup de journées. On a beaucoup d'événements à la journée. Je l'avais pas encore, personne me l'avait remonté encore, tu vois. Ah oui? C'est quelque chose qu'on m'avait pas encore remonté. Donc, mais parce que je pense que toi, tes clients arrivent par aussi le coworking, et donc tu as accès à un réseau et t'as la possibilité de discuter beaucoup avec les entreprises, pas forcément sur l'événementiel, mais sur leur quotidien. L'événementiel fait partie de leur quotidien, mais c'est pas que ça. Je pense que tu as avec votre activité Anticafé une vision globale. Ça reste toujours, mais je pense qu'on peut regarder quelle est la fonction de l'événement ou de rencontre ou d'une réunion, d'un séminaire, peu importe comment on l'appelle. Et je pense qu'on peut dire qu'il y a 3 fonctions principales qui maintenant peuvent être desservies différemment.
Première fonction, qui est souvent utilisée, c'est partager l'information. Le PDG ou les directions de l'entreprise dit que notre stratégie, les résultats de l'année passée sont tels et la stratégie sur les mois ou années à venir sont tels. Et ça, pour ça, on a beaucoup besoin de se réunir aujourd'hui et ça peut se faire justement beaucoup à distance par les visios, par hybride, ce que n'était pas du tout imaginable il y a 2 ans. Non. Si le CEO le faisait il y a 3 ans, je pense qu'il aurait été pris pour un taré. Quelqu'un qui ne respecte pas ses équipes, presque. Donc là, il y a une partie des événements qui, presque j'aurais dit, des événements physiques. Pardon, des espaces physiques. Après, deuxième fonction de l'événement, c'est le brainstorm. C'est réfléchir, craquer un problème ensemble. Donc là, on se trouve à une petite équipe où il faut beaucoup de collaboration. Et cette fonction retrouve, je pense, encore plus son rôle après le Covid qu'avant, parce que justement, les équipes passent moins de temps ensemble avec le travail hybride, avec le télétravail, et monde de ce fameux fait machine à café. Et du coup, il faut créer des moments où on peut se déconnecter du travail quotidien, de notre opérationnel, et être créatif, chercher des solutions aux problèmes un peu plus stratégiques, de craquer, de brainstormer. Ça, on peut faire dans les grandes villes comme Paris aussi bien, que souvent les équipes cherchent des cadres atypiques. Donc le coworking en fait partie, mais bien plus atypique souvent, donc étant complètement de la nature, dans les cadres qui sortent vraiment de ce qu'on voit au quotidien. Et troisième fonction des réunions, qui est pour moi très importante, qui prend aussi toute son importance après la Covid, c'est le team building. C'est cohésion d'équipe, c'est l'intégration de nouveaux recrues dans l'équipe. Et pareil avec le télétravail, il a encore plus de besoin de ce type d'événement, qui change du coup les attentes des espaces et les besoins des clients, et qui crée à la fois de belles nouvelles opportunités. Oui. Du coup, vu que vous avez cette double activité, comment vous êtes structuré en interne pour est-ce qu'il y a vraiment une équipe dédiée qu'à l'événementiel, ou est-ce que pas forcément, c'est on a une équipe surtout sales qui est dédiée aux Mais quand tu clients dis sales, ils vont aller chercher des nouveaux contrats ou ils vont réceptionner la demande? Ils vont réceptionner. Ça fait des années que j'essaye de construire une équipe dédiée vraiment à la chasse, mais dans notre métier, c'est assez compliqué. Au moins, on n'a jamais réussi vraiment à craquer cela et de faire une belle équipe chasse. Donc, en fait, chaque fois, on se retrouve avec les équipes qui vont faire 90% de demandes entrantes, parfois 95%, et un tout petit peu de recherche. C'est un peu différent sur le pass, donc on peut peut-être un peu plus expliquer qu'est-ce que c'est le pass, et après on pourra expliquer et rentrer dans les détails. Donc le pass, c'est une offre où on appelle aussi des cartes prépayées qui permet à l'entreprise d'avoir un contrat avec nous, de dire que j'ai 500 salariés ou j'ai 3 salariés, ce qu'ils veulent, qui ont le droit de venir chez vous quand ils veulent, et je paie leur consommation à la fin du mois, les heures, les jours ou les salles qu'ils ont consommées, que les équipes ont consommées. Et ça s'inscrit dans le télétravail comme une alternative au travail à la maison. Imaginons que demain chez toi le wifi saute, ou qu'avec ta compagne, les deux, vous devez travailler, faire des calls, ou juste tu veux changer l'ambiance. Donc un petit café est là, au lieu que tu ailles au bureau, qui peut être souvent, surtout à Paris, assez loin, tu viens à un petit café, tu fais ta journée de travail, et à la fin du mois, c'est l'entreprise qui paie pour l'équipe. Donc ici, ce produit, il est un peu moins naturel, il est plus nouveau. Ici, il nous faut faire un peu de recherche de la chasse. Donc ça, on fait, et c'est pas tellement les sales, c'est un peu moi, j'avais une personne pendant longtemps dans l'équipe qui était en charge de développement du réseau, mais du coup, il était en contact avec beaucoup de grosses entreprises. Du coup, c'est lui qui le faisait un peu. Et surtout, on essaie de le faire par les médias, par les RP, pour créer de la demande naturelle. Exactement, pour les demandes entrantes, qui n'est pas exactement la chasse, mais qui contribue à la création des leads. Et c'est quoi votre stratégie sur les médias? Par exemple, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme action pour traquer de la demande entrante sur cette partie-là?
Honnêtement, j'ai pas trouvé une bonne manière comment traquer. J'ai essayé dans tous les sens. C'est mon rêve vraiment de traquer. On n'a jamais vraiment réussi. On a réussi à traquer, tu vois, les pics après une campagne. Parfois, tu peux avoir des liens qui sont traqués, mais ça reste minime. Donc, malheureusement, celui-là, je n'ai pas un bon. T'as pas de t'as pas de visibilité exactement sur qu'est-ce qui a. J'ai pas de bon outil, plutôt qui me donnerait que une heure passée, j'étais autant de démontres 30. Et si quelqu'un trouve un outil pour précisément suivre ça, j'en suis preneur et merci de me l'envoyer. Je suis très, très reconnaissant. Mais je pense pas le message, en tout cas, le message est sur les ondes. Si quelqu'un t'écoute, ils peuvent nous contacter. Merci beaucoup. Par contre, parce que notre stratégie était de faire du bruit, faire en sorte qu'on rentre j'aurais dit dans les cerveaux des gens et des clients potentiels. Et la manière qu'on essaye toujours de le faire, c'est faisant quelque chose qui sort du quotidien. Il a un livre, il a une vidéo sur YouTube que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est presque une théorie de marketing qui s'appelle Purple Cow. La vache violette. C'est créé par un genre de gourou marketing américain qui s'appelle Seth Godin. Seth Godin, je pense. C'est S-E-T-H. Et c'est G-O, soit D, soit T, j'ai un petit doute, I-N. Et il a une vidéo magnifique sur TEDx que je conseille à regarder, qui s'appelle Purple Cow. Ça dure 15-20 minutes, c'est magnifique. Globalement, ce qu'il explique, c'est que ce qu'on retient aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous étonne, quelque chose qui sort du quotidien. Et c'est la raison pourquoi j'appelle un petit café, pour que tu te poses la question, mais comment ça, ces mecs n'aiment pas le café, le café n'est pas bienvenu, etc. Pourquoi un tea? C'est pour ça que je fais le paiement à l'heure et pas au café, parce que pareil, qu'est-ce que c'est un peu n'importe quoi. C'est pour ça on a lancé cette offre du pass qui tu viens comme un peu Uber, mais pour les espaces tu ne payes rien, par contre c'est à la fin du mois débité de la boîte et pas de chez toi. Donc ce sont les trucs, les campagnes, les produits qui sortent du quotidien, qui provoquent un étonnement et que tu retiens. Et ça, j'aime beaucoup créer, j'aime beaucoup provoquer ça. C'est quelque chose qui t'intéresse. C'est des... Clairement, et plus que m'intéresse, c'est quelque chose qui nous a très bien servi pendant toute la vie de l'Inti Café. On a toujours réussi d'avoir pas mal de couverture médias, et c'est ça qui fait que on en parle, qu'on a de bons partenariats, de bons clients. Donc globalement, c'est ça le cœur de notre stratégie RP Média. C'est de faire du bruit. Faire du bruit, oui. Très bien. Du coup, entre la partie vente des passes et l'événementiel, c'est deux équipes distinctes. Elles sont pas. Juste, on a le pass. On a commencé à le développer avant la Covid. Pendant la Covid, c'était en pause. Après la Covid, nous étions en équipe réduite. Donc, pour l'instant, on l'a gardé chez les mêmes commerciaux, ce qui n'est pas idéal. Mais vu que l'équipe réduite, on était obligé de le faire. Et à terme, on va avoir une personne dédiée au pass. Mais vu que ce sont les mêmes clients, pour l'instant, ça fonctionne avec une seule équipe pour les deux produits. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que c'était ma prochaine question. Est-ce que du coup, vous allez essayer d'avoir une intelligence d'upsale ou en disant, tiens, eux, ils ont acheté les passes, est-ce qu'ils sont au courant qu'il y a de l'événementiel et est-ce que l'événementiel est au courant des passes, quoi? Clairement. Et en plus, pareil dans le B2C, parce que dans le B2C, ce sont des personnes physiques, mais qui, bizarrement, souvent travaillent quelque part. Oui. On leur demande de salle de réunion. Et du coup, on va faire aussi genre de upsell dans le B2C. Donc, on a 3 canaux, trois produits. On essaie de pitcher tous les 3 à l'occasion au même client. Ok. Est-ce que aujourd'hui, t'as des recommandations? Est-ce que aujourd'hui, je vais trop vite. Vous utilisez votre base de données justement avec tous les utilisateurs du café en tant que particulier. Alors, du coup, si vous utilisez cette base de données, est-ce que tu as des recommandations à ceux qui nous écoutent? Parce que ça, c'est un sujet très très houleux. Avec nos petits, nous on a beaucoup de grandes discussions avec nos clients Booking Check parce qu'on voit tout ce qui se passe et que nous on est justement un des outils qui permet d'avoir toute sa base de données. On va collecter toutes les données des clients qui ont fait de l'événementiel parce que ensuite cette base est quand même précieuse et on peut lui faire plein de choses. Est-ce que tu
peux me dire ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des outils que vous aimez particulièrement, ou voilà, si tu devais donner tes conseils, ce serait quoi sur faire travailler sa base de données? J'aurais pas de conseils sur les outils parce que quand même c'est pas moi qui le gère. Ok. Donc pas de conseils très précis là-dessus. Il y a deux sujets, je pense, qui sont importants. Premier, c'est légal, juridique avec les bases de données. Deuxième, c'est qu'est-ce qu'on pose au client et quel message, le fond de message. Sur le juridique, on essaie de faire au mieux pour être dans la règle d'RGPD, mais plus petit on est, plus on peut se permettre, à mon avis, et c'est ce que je, entre guillemets, conseillerais au moins, je préconiserais de réfléchir à cette phrase entrepreneuriale aux autres écouteurs de podcast, c'est qu'il vaut mieux demander une excuse que autorisation. Ne rien faire. Je suis d'accord. Ouais. Je suis complètement d'accord. Il faut pas, des fois, et puis des fois parce que maintenant, il y a quand même peu d'outils d'emailing qui permettent pas de se désinscrire. Donc, Ah oui. Et s'il y en a comme ça, limite, ça se retrouve tout de suite dans le spam parce que tout le monde déteste ça. Et en plus, ces outils, c'est vraiment très ancien, c'est pas les bons outils, personne ne les utilise. Ça dépend. Il y a des, moi, notamment, un outil que je recommande de façon très très importante pour tout ce qui est newsletter, qui s'appelle Substack. Ils sont très très bons, mais il y a le lien de désinscription. Donc ah oui, bien sûr, voilà, c'est ce que je dis. Il a toujours un lien. Dans tous les outils qui sont modernes et bons, il a toujours un lien. Ah, ok. Je croyais que tu disais que tous les outils d'emailing étaient quand même moyens. Ah non, pardon, j'ai mal entendu. Tous les outils qui n'ont pas de lien de désinscription. Ah oui, non, ceux qui n'en ont pas, a priori, c'est pas bon. Ouais. N'y allez pas. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête sur le fait des RGPD. Enfin, les gens qui veulent pas être dans votre base d'envoi, ils vont se manifester ou ils vont se désinscrire et ça va se faire tout seul. Donc, quand on est petit, on peut se permettre. Quand on est une grande boîte, on est obligé d'être dans les règles au début. Encore une fois, vaut mieux s'excuser que demander une autorisation. Ouais. Et du coup, sur le contenu, t'allais dire sur le fond. Deuxième élément qui, à mon avis, est très important, c'est bien connaître les clientèles. Donc, on a essayé maximum sur le comportement de nos clients. Pour nous, ce qui compte, c'est quand est-ce qu'ils sont venus, combien de temps, depuis quand est-ce qu'ils sont revenus. Et s'ils sont pas revenus, pourquoi ils sont pas revenus. D'essayer de savoir ça pour créer des sous-groupes pour communiquer différemment. On va pas pousser le message à quelqu'un qui est venu 2 fois à l'année, voire une fois, et quelqu'un qui est venu 200 fois à l'année. On a deux types de clients. Parce que dans le B2C, on a des clients qui reviennent souvent, à qui on va pousser les messages B2B. Aussi bien, on a des clients habituels dans le B2B qui reviennent plusieurs fois à l'année et d'autres qui sont venus qu'une seule fois. Donc, on essaie toujours de maximum connaître le comportement de nos clients pour avoir des sous-groupes pour personnaliser les messages selon le cas d'usage. Ok, donc vous allez structurer votre base de données pour la rendre plus performante ensuite. Oui, je redis surtout plus précise. Oui. Et ce qui nous permet d'arriver au troisième point, c'est évident et pourtant on n'y pense pas toujours, c'est communiquer ce qui intéresse les gens. Parce que souvent on a tendance de communiquer ce qui nous intéresse et dans ce cas on a peu d'ouverture, rapidement des inscriptions. On fait pas mal de communication autour des projets qui se passent chez nous, autour de nos clients. Donc on parle pas uniquement de nous et de ce qu'on fait, mais on parle de ce qui se passe à l'Anti-Café, ce qui se fait par les autres membres de la communauté, qui fait que on a des taux d'ouverture normalement bien plus importants que les taux d'ouverture juste des newsletters promotionnels. Ça, c'est aussi quelque chose que je répète beaucoup en disant si c'est pour nous dire quelque chose qu'on sait déjà et qui est ennuyeux, par exemple, envoyer une newsletter pour dire qu'on a un vidéoprojecteur. Ouais. Bon, a priori, c'est pas l'idée du siècle, mais après, il y a aussi beaucoup d'inspiration. Pour nous dire quelque chose qu'on ne sait pas encore, mais quand même, dont on s'en fiche et qui est autopromotionnel, qui... Moi, je trouve que... de partout, on n'a pas envie d'être dérangé davantage. Et pour ça, je trouve qu'il y a beaucoup de... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'influenceurs, blogueurs qui sont très... qui sont vraiment des
des grands créateurs de contenu et qu'ont des newsletters dans notre vie privée on doit tous avoir lu au moins une fois, qui peuvent être très inspirantes pour la partie business, parce que ils vont évidemment essayer de fidéliser et de faire en sorte que leurs lecteurs les suivent à plus d'endroits possible, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Donc ils vont évidemment parler d'eux, mais de façon très intelligente. Et je trouve que et du coup, comme c'est pas du tout lié à l'événementiel ou à nos lieux de vie, on peut pas se retrouver à tout le temps copier et à faire la même chose, donc on est obligé quand même de trouver des nouvelles idées. Mais sur la façon dont c'est tourné et les différentes thématiques et comment c'est construit, je trouve que, enfin, je sais pas comment vous inspirez-vous, mais moi je trouve que c'est une bonne source d'inspiration pour ceux qui se posent la question. Non, pour nous, le principal source de l'inspiration, c'est notre communauté, notre clientèle, même notre équipe. Ouais. Il a toujours des histoires sympas, intéressantes, qui parlent pas de l'anti-café, mais qui parlent de ce qui s'y passe. Quand tu parles de vos équipes, tu parles des opérations, ceux qui sont sur le terrain, qui vont vous remonter des choses. Comment vous communiquez avec eux? Comment vous faites en sorte que ça arrive au niveau de l'équipe marketing, des commerciaux éventuellement? Comment est-ce que tout ça est fluide? La communication marketing, pas du tout les commerciaux. Et enfin, les commerciaux, les communications passent dans l'autre sens par rapport aux événements et pas pour faire des promotions ou juste créer du contenu. On a essayé de l'automatiser par plusieurs outils, les outils complexes, les outils simples, genre juste email, WhatsApp, on va voir ce qui se passe, mais la seule manière qui fonctionne, c'est que on soit sur place, dans le contact humain, que on connaisse très bien nos équipes, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, bien évidemment tout bêtement, mais comment elles s'appellent, parce qu'on a quand même des dizaines de personnes qui travaillent chez nous, et que on fasse partie de cette vie des espaces, et dans ce cas, naturellement, ils partagent avec nous quelles sont les histoires intéressantes, quels sont des clients intéressants, quelles sont les histoires qu'on peut remonter. Donc, on n'a jamais réussi de mettre un outil là-dessus, de trouver un outil, et pas faute d'essayer de recherche, mais juste, je pense que c'est un côté humain qui ne peut pas être automatisé. Oui, de pas hésiter à prendre son ordinateur et aller travailler dans la salle. Alors pour vous, c'est facile parce que c'est des salles de travail, mais je pense même au bar, au restaurant, etc. Quelqu'un qui va travailler sur un siège, à prendre son ordinateur et une fois par semaine à aller faire une matinée ou une après-midi avec les équipes, quoi. Comme ça, même plus que ça. Oui, mais je me dis, bon, c'est déjà, on passe de 0 à une demi-journée. Donc, depuis 2 ans, on travaille uniquement dans les anti-cafés. Heureusement, tu as raison, on a de l'espace pour ça. Mais même quand on avait des bureaux, très souvent, on était 2 sur 10 dans les bureaux parce que les équipes, justement, travaillaient dans les espaces, parce que on a des rendez-vous avec nos équipes terrain, avec nos fournisseurs, clients, etc. Donc, même avant, on avait cette culture, mais on a aussi la chance d'avoir des espaces qui sont adaptés. Et c'est la raison d'être de la boîte, de créer des espaces qui sont flexibles, adaptés au travail, aux rencontres et à la vie. Ouais. Écoute, merci beaucoup pour ces petites idées marketing. Est-ce que tu as une vision particulière? Qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que aujourd'hui, au vu de votre actualité, je pense que tu es en pleine réflexion un peu du futur d'Anticafé. Vous avez développé cette nouvelle offre de pass. Il y a toujours l'événementiel qui tourne. Quels sont selon toi les besoins de demain des entreprises en termes d'événementiel, évidemment en priorité, mais tu peux nous parler d'autres choses. C'est quoi un peu ta vision sur notre secteur après tout ce qu'on a traversé avec la crise, la pandémie, et tout ce que tu vois aujourd'hui, c'est tout ce que vous êtes en train de développer, et puis peut-être aussi avec Zaltabar, vous avez des échanges qui t'ouvrent de nouvelles idées, de nouvelles visions. Qu'est-ce que tu dirais si tu devais faire un petit état des lieux sur nos amis B2B? Je commencerai un peu plus loin. J'ai une réflexion quasiment sociétale. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Comment ça va impacter notre société? On parle beaucoup de future work, mais je pense qu'on peut parler aussi de future of life. Du point de vue que le travail, ça fait partie de notre vie, et ce qui est en train de changer, en réalité, ce qui a changé là aujourd'hui presque inaperçu, c'est la manière comment on vit. On en fait un bon exemple. Là, ton équipe, si je me trompe pas, est en France. Toi-même, t'es à Lisbonne.
Ça t'empêche pas de piloter ton produit, d'avoir tes clients dans plusieurs pays. Et ce n'était absolument pas possible, ou très peu imaginable il y a 5-10 ans, c'était exceptionnel. Ce qui est exceptionnel maintenant, c'est que ce mode de ouais, enfin, pour souligner, enfin, pour redonner enfin, être d'accord avec toi, me mettre en accord avec toi, même avant Covid, c'était pas forcément toujours bien perçu, alors qu'aujourd'hui, ça n'est plus une question. T'as raison. Donc, même avant Covid, c'était oublié. Ça pouvait être mal perçu. C'était un mi-vanille, mi-fraise, quoi. Ça dépendait des gens. Mais le quartier Lisbonne, il s'est bien installé à côté de la mer et nous sommes en train de bosser ici à Paris où il fait 40 degrés. Qu'est-ce que c'est que cette entreprise? Et aujourd'hui, c'est mais normal. Oui, je suis d'accord avec toi. Ce que je trouve beaucoup plus lourd que ça, c'est que c'est devenu normal pas uniquement à l'échelle de petites boîtes qui ont quelques salariés, quelques dizaines de salariés, mais à l'échelle des grosses boîtes. En France, il faut avouer, les boîtes de CAC 40 emploient une grosse majorité de la population. C'est pour ça que je dis que c'est presque une révolution du style de vie. On se posait la question si les gens allaient quitter les grandes villes ou pas. Aujourd'hui, il y a clairement une petite mais stable diminution enfin pas une diminution, plutôt une transition dans les emplacements qui ont un peu plus de qualité de vie, qui ont la mer, la nature, ou juste plus d'espace à offrir à ses habitants. C'est normal aujourd'hui de télétravailler 2-3 jours par semaine. C'est normal de télétravailler peut-être 1 ou 2 semaines de temps en temps complètement à distance. Et on parlait toujours de work-life balance. Moi, j'aime pas trop en fait cette idée, cette approche, parce que work-life balance, ça suppose que d'habitude, d'abord on travaille, après on vit. Ou au contraire, on vit, après on travaille, mais ce sont deux choses qui sont opposées, entre lesquelles il faut trouver un équilibre. À mon avis, quand même, le travail fait partie de la vie, et maintenant, avec cette flexibilité, cette hybridisation, c'est encore plus intégré, et il faut juste que l'ensemble nous plaise, que l'ensemble nous rende heureux, que c'est ça notre vie. Notre vie, c'est pas quand on a 70 ans qu'on est à la retraite, c'est chaque jour qu'on passe. Il faut que chaque jour soit agréable et plaisant. Donc, ce qui est très, très fort, que ces changements, cette flexibilité de la vie, maintenant, nous permet de vivre autrement. Donc, et ça, tu penses que les entreprises en ont parfaitement conscience, qu'ils ont compris que c'était comme ça qu'ils allaient pouvoir fidéliser leurs employés? D'avoir conscience que... J'ai compris, il y a beaucoup de boîtes qui ont déjà changé leur mode de travail. Bien évidemment, pas toutes. Certains l'ont bien fait, certains l'ont mal fait, certains ont décidé à l'ancien, non, on bouge pas. Et aussi, c'est pas trop mal, parce qu'il y a des salariés qui préfèrent que c'est comme ça. Il faut pour tous les goûts. Exactement, il faut pour tous les goûts, absolument. Mais c'est un fait. C'est une fait qu'il y a beaucoup de boîtes qui ont déjà changé leur mode de travail, qui ont passé des accords, qui ont permis à leurs salariés de faire du distanciel, et j'ai mes amis qui travaillent dans les grosses boîtes avec qui on a passé déjà plusieurs fois des semaines à distance en télétravail dans un cadre magnifique qui était absolument inimaginable avant la Covid. Donc ça, pour moi, c'est un fait. C'est pas du futur. Mais c'est même plus une tendance. C'est une habitude qui est une réalité qu'on vit, qui va encore une réalité. Continuer à chercher son bon équilibre, mais c'est déjà là, on est déjà fait un pas dedans. Donc maintenant, comment ça influence notre travail? Il y a 2 impacts, je pense, majeurs. Premier, c'est que c'est physique, donc on a besoin des espaces de travail, de chute un peu partout. Il nous faut pouvoir travailler chez soi, il nous faut pouvoir travailler entre chez soi et le bureau. Mais si on va aussi à distance, peut-être à la gare, peut-être sur la route. Donc il nous faut des petits espaces confortables adaptés au travail un peu partout en France, et pas uniquement dans les centres-villes des grandes métropoles. Et deuxième conséquence de cela, qui va particulièrement intéresser le secteur des séminaires, c'est qu'on passe moins de temps en équipe, moins de temps physique, et on reste des êtres humains. Il nous faut se voir, il nous faut s'entendre, il nous faut limite certaines manières se toucher, juste être dans les mêmes espaces, dans le même espace. Oui, ça peut toucher l'épaule. En tout bien, tout honneur. On est d'accord. On a compris le concept. On reste des êtres humains, et ce contact humain, il est indispensable. On en a moins quand on travaille de cette manière. Même si on dit qu'on passe 40%, donc 2 jours par semaine en télétravail, ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes jours. Donc ça veut dire qu'on voit les équipes peut-être 4 fois moins
parce que justement, nos jours ne sont pas toujours les mêmes à distance. Donc, on a besoin des espaces qui nous permettent à maintenir ce contact humain, cette cohésion d'équipe, d'une manière, j'aurais dit, plus concentrée. Qu'on construit pas du jour à l'autre pendant la semaine de travail, mais qu'on construit peut-être en 4 séminaires de l'année. Mm-hmm. Et j'ai parlé de 2 fonctions, la fonction team building et la deuxième fonction qui est brainstorm, créativité. Donc pareil, je suis convaincu qu'on aura besoin de plus en plus d'espace qui provoque aussi la créativité, la réflexion qui nous permet de trouver de bonnes idées, pas encore une fois au long du mois et de l'année, mais pendant 1 ou 2 journées, quand on se concentre, quand on fait un genre de bootcamp pour résoudre un problème. Mm-hmm. Mm-hmm. Et je pense qu'à la fois en volume, en demande et en qualité de demande de l'offre, les espaces vont devoir évoluer pour servir les clients. Ok, donc tu penses qu'on a tout intérêt quand on est très positionné B2B à avoir des offres très fortes sur tout ce besoin de se retrouver et de collaborer en physique? Honnêtement, j'en suis assez convaincu parce que je réfléchis plutôt du point de vue des demandes. Et s'il y a la demande, il y a une opportunité business. Donc, ce serait cool de ne pas essayer de laisser. Tu le ressens, toi, sur les anti-cafés, tu vois que la demande est forte sur ces formats-là? Ah oui, mais les anti-cafés sont justement un tout petit peu moins adaptés à ce type d'événement. Et donc, c'est pour ce rapprochement dont je t'ai parlé, on a un des objectifs, c'est rendre les espaces encore plus adaptés à ce type d'usage. Quand jusqu'à là, nous étions un peu plus sur les usages fonctionnels. Il nous faut une demi-journée dans un endroit où c'est facile de se retrouver et aller l'anti-café au milieu entre les domiciles de tous. Ok. Donc, on va faire évoluer aussi une double entrée. Vous préparez la révolution. Oui, exactement. Super. Si on veut te suivre, te joindre, c'est quoi le mieux? LinkedIn. C'est quoi? Où est-ce que tu es le plus? LinkedIn, c'est ton réseau? Super. Donc je vous mettrai. Je me force de l'utiliser, plus c'est mieux. Je mettrai le lien vers ton profil, comme ça vous aurez plus qu'à cliquer dessus, chers auditeurs, pour suivre Léonide. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui tourner cet épisode qui je trouve était passionnant. Et puis j'ai hâte de voir tout ce qui va se passer et peut-être même que vous reviendrez nous raconter vos grands changements dans quelques années sur EventCheck. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Clémence pour tes questions, pour ton invitation. Ravi de pouvoir discuter avec toi et j'espère que ce sera intéressant à tes écouteurs. Je suis sûre. Au revoir Léonide. Salut.